Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve pour l'épisode un peu technique de la semaine et cette semaine on va vous parler de cash flow et comment éviter les erreurs qui détruisent le cash flow. Je pense que tout investisseur en fait un petit peu les frais aussi. Nous on vous en a déjà parlé, nous le plus gros, la plus grosse métrique qui détruit notre cash flow, c'est souvent la vacance locative, mais on va voir en détail, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est parti. Déjà, on va peut-être commencer par tout ce qu'on voit pas lorsqu'on achète un bien. Et toi, t'as une bonne réflexion, je trouve, sur la renta brute, la renta nette, quand tu recherches un bien, voir ce qui est possible de faire, etc. Tu veux en parler un peu? Ouais, mais justement, parce qu'en fait, le cash flow, c'est un peu un des trucs les plus mystiques, je pense, dans l'investissement IMO. Enfin, en tout cas, ça regroupe des questions qu'on reçoit tout le temps parce que pour celui qui n'a pas encore investi, le cash flow, c'est souvent compliqué de comprendre. C'est-à-dire, c'est la logique de tu vas faire un investissement immobilier. Alors forcément, tu vas avoir un ensemble de charges à payer, donc ton loyer, ta taxe foncière, je veux dire ton prêt, pardon, ta taxe foncière, les assurances, les charges de copro, les travaux, etc. Et en face, tu vas voir ta rentrée d'argent, du coup le loyer. Et c'est vrai que nous, on a fait l'immobilier rentable, on conseille toujours aux investisseurs d'en faire de même pour tout un tas de raisons. Je dis pas que l'immobilier, alors j'aime pas trop opposer immobilier patrimonial et immobilier de rendement, mais c'est vrai que tu peux des fois faire un choix de vraiment privilégier à fond plutôt l'emplacement de ton immobilier et sa prise de valeur potentielle plutôt que le rendement. Moi, j'ai toujours préféré le rendement parce qu'en fait, le rendement, il est instantané alors que ta plus-value, elle est que potentielle, tu vois. Ça fait quand même une différence assez importante. Et c'est le cash flow qui nous a permis, au fur et à mesure de nos opérations, déjà de pouvoir accélérer, de continuer à en faire, parce que déjà, pour la banque, on montrait que nos opérations s'autofinançaient et que même plutôt que simplement s'autofinancer, qu'on avait tous les mois de l'argent qui restait sur le compte. Cet argent-là nous permettait de constituer les apports des opérations suivantes, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de vivre de notre immobilier, d'avoir pu quitter nos emplois salariés. Donc c'est vrai qu'il y a un peu tout un truc mystique au cash flow, comment ça fonctionne et comment vous faites pour le calculer. Et c'est vrai que quand, par exemple, on donne nos chiffres sur Instagram, on a très souvent des gens qui viennent challenger tout simplement nos chiffres par rapport au cash flow qu'on donne. Et on s'est dit que c'était intéressant de faire un épisode, de savoir comment l'optimiser, surtout comment y faire attention et quelles vont être les erreurs un peu classiques que tu peux faire sur ton opération et que en général je vois sur parfois des opérations qui ont été mal optimisées dessus. Pour revenir sur le calcul de rentabilité, qui était la question que tu m'avais posée, c'est vrai que moi, pour gagner du temps, quand je fais mes recherches IMO, je reste toujours sur le rendement brut. Je vois trop d'investisseurs qui perdent énormément de temps sur chaque annonce à vouloir absolument calculer le rendement net et de comparer les annonces en termes de rendement net. En réalité, tu perds beaucoup de temps quand tu fais ça parce que le principe même de comparer des annonces, c'est que tu vas en garder que très peu. On va pas se mentir, si par exemple tu cherches du plus de 10 voire 12% de rentabilité, tu vas pas trouver 50 000 annonces qui dépassent ce pourcentage-là. Donc moi, la plupart du temps, je vais toujours rester sur la rentabilité brute et je vais comparer deux annonces ensemble sur la base de leur rentabilité brute. Et je vais garder dans mon pool vraiment celles qui ont l'air le plus intéressant. Ensuite, ça, c'est bien important de se dire que je ne reste pas que sur ma rentabilité brute pour savoir si j'achète ou pas, quelle offre je vais faire. Je vais regarder l'ensemble des frais du bien immobilier. Mais je fais vraiment ça dans un second temps, de calculer ma rentabilité nette. Parce que si tu fais ça pour chaque bien, juste tu vas perdre trop de temps. À chaque fois, il faut faire des tableaux Excel, etc. Moi, c'est plutôt dans ma prévision de cash flow sur une opération. Et là, on est déjà plus ou moins dans le cas où j'ai déjà retiré tous les red flags de l'opération. Et en général, je suis déjà allé les visiter. Donc, c'est pour ça que l'étape de calcul du rendement net, moi, je la fais pas dans un but de comparaison, je la fais vraiment plutôt dans un but de projection de l'opération. Et en plus, le rendement net, je trouve qu'il a également une limite. C'est pour ça que pareil, dans le rendement net, je vais pas essayer d'être à l'euro près, je vais plutôt essayer d'être dans des grandes masses et en général, je considère que quand je calcule mon cash flow, à 100 € près, il est bon. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a énormément de charges qui peuvent être plus ou moins importantes que ce que vous calculez. Un exemple tout simple, c'est les charges de copro, elles peuvent être un peu plus élevées ou un peu plus faibles que les relevés que vous avez eu de la part du vendeur. La taxe foncière, elle peut augmenter un petit peu. Votre loyer, il peut être à 20, 30, 40 € près, plus ou moins celui que vous aviez projeté. Enfin bref, vous voyez, il y a déjà pas mal d'éléments qui peuvent venir un petit peu changer vos chiffres et du coup faire bouger ce cash flow à la fin. Donc c'est pour ça que celui qui me dit « Ah, sur mon opération, j'ai calculé 251 € de cash flow », il n'y a pas besoin d'être si précis. Moi, je me dirais, ok, j'ai entre 200 et 300 € de cash flow à peu près. C'est ok, ouais. Tu vois, déjà ça c'est des grandes notions, c'est toujours pareil, c'est que
On n'est pas non plus, je veux dire, on fait pas décoller des fusées. Le but, c'est pas d'être à l'euro près. En réalité, vous saurez réellement votre cash flow d'un bien que quand vous serez propriétaire. Et en réalité, il va varier d'une année à l'autre parce que vous aurez pas les mêmes charges, parce que le loyer a un peu augmenté, parce que les charges vont un peu bouger. Et ça, c'est compliqué de vraiment l'anticiper parfaitement. En plus, j'ai déjà remarqué que de manière générale, le cash flow est souvent un petit peu supérieur à ce qu'on projette et c'est normal. Quand on est investisseur, on aime toujours voir le verre à moitié vide. Du coup, on a plutôt tendance à se dire, oh mon Dieu, je vais avoir telle ou telle charge et à la fin, il y a souvent des charges qu'on n'a pas. Classiquement, l'erreur quand tu débutes l'immobilier, c'est souvent de surestimer un petit peu les travaux que tu vas avoir faire et l'entretien courant que tu vas avoir de ton bien. Il est souvent inférieur à ce que tu projettes. Ah, c'est pas mal en vrai comme réflexion. C'est pas mal. Il y a d'autres charges comme ça que tu peux un petit peu sur lesquelles on peut se tromper? T'en as parlé ou pas du financement? Oui, non, j'ai pas parlé du financement, mais c'est vrai que typiquement, ce qui Ça, peut c'est un pas mal c'est un varier. aléatoire ça en soi. Ça, même si t'as pas encore acheté, tu peux pas le prévoir. Du coup, à combien est-ce que ton prêt va passer, combien tes charges vont être, tes charges d'intérêt vont te coûter. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas trop prévoir. Bah, c'est vrai que ça dépendra de l'offre finale que tu auras de la banque. Et c'est vrai que nous, pour le coup, ça nous avait pas mal impacté quand les taux ont énormément augmenté. Parce que c'est évident que vous aurez beaucoup plus de cash flow en empruntant sur 20 ans à 1% qu'en empruntant sur 20 ans à 3,5, tu vois. Donc, c'est vrai que par exemple, nous, on a fait une opération en 2022 où on s'était projeté sur un taux à 1,22. À la fin des fins, notre taux, ça avait été 4,15, je crois, un truc comme ça. Et c'est vrai que du coup, bah, ça nous avait fait baisser de 300, 400 euros quasiment le cash flow sur l'opération. Et c'est vrai que ça, typiquement, ça faisait très mal. Après, c'est des choses, vous pouvez pas non plus, si le marché des taux bancaires aujourd'hui est autour de 3%, bah, vous pourrez pas avoir du 2%, ça c'est évident. Par contre, c'est sûr que ça a quand même son importance et c'est pour ça que moi en général le taux d'intérêt, je vous conseille toujours que ce soit pas l'élément de bagarre ultime avec le banquier. Maintenant, ça dépend aussi pour combien vous empruntez. En général, les premières opérations, quand tu fais des opérations à moins de 200 000 euros, si le banquier te fait une proposition, je sais pas moi, à 3,15, ça sert à rien de lui négocier 3,10. Tu vas gagner 4 euros tous les mois, ça fait vraiment pas une différence sur ton cash flow. En revanche, si maintenant tu empruntes 1 million d'euros, tu vois, bah, si le banquier te prête à 3,10 ou s'il te prête à 3,25 par exemple, là ça commence à faire une petite différence tous les ans. Et t'arbitres comment le fait de faire de l'apport et obtenir le cash flow justement par rapport au prêt? Parce que plus tu fais d'apport, du coup, plus ton prêt sera forcément plus bas vu que la fourchette d'emprunt est plus basse. Et moins tu fais d'apport, plus en soi ton cash flow est petit, non? Comment est-ce qu'on sait un peu le juste milieu et qu'est-ce qui définit, ouais, à partir de ce moment, enfin, le maximum que je peux mettre c'est tant et j'irai pas au-dessus et comme ça je garde un cash flow correct, on va dire. Alors ça, c'est vraiment pour moi une des erreurs un peu classiques sur le calcul de cash flow, c'est qu'évidemment, plus vous mettez d'apport, moins vous avez un financement qui est gros, plus vous avez de cash flow tous les mois. Mais moi, le problème, c'est qu'à ce moment, tu prends le problème à l'envers, c'est-à-dire que avant tout, il faut un bien rentable. Donc en soi, si t'as un bien dont ta rentabilité est à 10% par an, en réalité, tu auras toujours du cash flow. Maintenant, plus tu vas faire d'apport, plus tu vas avoir de cash flow, c'est évident. Ouais. Mais pour moi, il faut pas faire une opération avec de l'apport sous prétexte que si tu mets pas d'apport, il y a pas de cash flow. Tu vois, ça veut dire juste que ton investissement est pas assez rentable. J'ai déjà vu des investisseurs qui, comme ça, achetaient des biens qui étaient à 6-7% de rentabilité, ce que je considère assez bas, et qui me disaient, bon, bah, en fait, j'ai fait beaucoup d'apports sur l'opération, comme ça, au moins, ça me permet d'avoir un cash flow. Ouais, mais non, à ce moment-là, va mieux que tu gardes ton cash, même quitte à être en cash flow négatif, et que tu On le utilises replace ce cash correctement, ouais. pour de futures opérations. OK, ouais. Ça, c'est intéressant en vrai, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui font un petit peu Oui. l'erreur, et en vrai, honnêtement, en France, on est dans un pays où il vaut mieux lever de la dette, non? Même si le taux, il est peut-être OK, un petit peu élevé. Ouais. Tu vois, le coût de la dette, c'est quand même il est stable, quoi qu'il arrive, donc tu peux le renégocier. Décidément. Ouais, désolé, j'ai un chat dans la gorge. Donc ouais, en vrai, il vaut mieux lever un maximum de dettes, non? Oui, franchement, pour moi, c'est surtout que c'est le but d'investir dans l'immobilier. En fait, si j'ai 1 million d'euros et que je veux pas faire de prêt, je les mets pas dans l'immo, très clairement. Je les mets dans d'autres classes d'actifs. OK. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut toujours essayer de miser le maximum le montant emprunté. L'apport, ça va plutôt être une considération de est-ce que le banquier me prête ou pas, mais s'il vous prête la totalité, autant emprunter la totalité. Mais ça, tu vois, c'est une des dernières choses qu'on n'a pas tranché sur la rentabilité, c'est que j'ai déjà fait des projections en chiffres sur nos investissements. Grosso modo, je considère qu'en général, à partir de 8,5-9% de rentabilité sur un bien, vous êtes à peu près à l'équilibre, donc ce qu'on appelle à cash flow neutre. C'est-à-dire que tous les mois, tous les frais de votre investissement sont couverts par le loyer. Mmh. Donc grosso modo,
toujours pour ça que nous, on considère qu'il faut être à 10. À 10, vous commencez à avoir un cash flow. Mais c'est vrai que la plupart du temps, à 10% de rentabilité, le cash flow, il sera pas énorme. Et les pourcentages de rentabilité que vous allez avoir au-dessus de 10%, ils comptent énormément dans votre cash flow. Grosso modo, entre un bien qui est à 10% de renta et un bien qui est à 12% de renta, votre cash flow, il fait quasiment x2. Ouais. Et pareil, quand vous passez à 14% de renta, votre cash flow, il fait quasiment x3. En fait, à chaque fois que tu vas gagner 1 ou 2% de rentabilité au-dessus de 10%, ton cash flow, en fait, il augmente vraiment énormément. Donc c'est pour ça aussi que des fois, il y a des gens qui ont du mal à comprendre comment nous on a fait autant de cash flow sur nos opérations. C'est qu'en fait, nos opérations en moyenne, elles n'ont pas été faites à 10%. Les moins bonnes ont été faites à 10%. On n'a jamais acheté en dessous. En revanche, les meilleures opérations qu'on a faites, elles ont dépassé 13%, voire des fois dépassé même 15%. Et forcément, quand on dépasse 15%, c'est un peu, par exemple, le local commercial, le dernier qu'on avait fait là en début d'année. Globalement, on est à 17% de renta. On se retrouve sur 15 ans à avoir un prêt de même pas 500 € tous les mois et avoir quasiment 1 200 € de loyer en face, quoi. Ouais, c'est vrai que je suis là. En l'ayant financé à 100%. Donc, Ah ouais, c'est bien de le dire aussi parce que souvent sur le podcast, on parle pas mal de choses négatives, mais effectivement, ce truc-là, en vrai, ça roule. ouais, tu fais référence à l'épisode d'avant, toi. Ouais, c'est ça, c'est Non, l'épisode de lundi. encore eux qu'on a plein d'investissements qui se passent bien, tu vois. C'est sûr qu'en général, c'est toujours pareil. C'est ceux, on a des problématiques qui monopolisent le plus notre temps, dont on parle le plus. Mais c'est vrai qu'on a plein de trucs qui roulent tout seuls. On a seul. plein de trucs qui roulent tout seuls, dont on n'entend pas parler. Et effectivement, pareil, on avait fait l'an dernier, en fin d'année, un gros local commercial, notre plus gros, où on a un loyer de 2 900 € tous les mois. Ouais. On est à 13% de rentabilité. Et pareil, le prêt sur 15 ans, il est à moins de 1800. Je crois qu'on a 1760, quelque chose comme ça. Donc, 2900 de loyer, 1760 € de prêt sur 15 ans. Donc, vous voyez, on a quasiment la moitié du loyer qui est en cash flow, alors qu'on a emprunté sur 15 ans, que c'est un local commercial où on n'a aucun frais, à part une assurance P&O. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, encore d'un investissement à l'autre, en fonction de ce que vous achetez, de la rentabilité que vous en avez, ça n'a rien à voir en termes de cash flow tous les mois, tu vois. Mais évidemment, celui-là, plutôt que l'acheter à 13%, on l'aurait acheté à 9% de rentabilité. Bon, on n'aurait quasiment pas de cash flow, tu vois. On serait, je pense qu'on aurait 200, 300 € de cash flow, pas plus, quoi. Ouais, on ferait juste l'effet de levier, quoi. C'est ça. Alors que là, on a 1 200 € de cash flow tous les mois. C'est vrai que c'est d'une grâce incroyable. Celui-là, en plus, vraiment, il nous prend 0 temps. Ouais, J'ai jamais eu le locataire au téléphone. J'espère qu'il va bien. Mais oui, nickel pour ça. Et tu veux peut-être parler un peu des charges d'assurance aussi, parce que ça, je pense qu'il y a plein de trucs un peu méconnus, surtout toi, t'es banquier, donc tu vois très bien comment la banque, elle peut se gaver. Qu'est-ce que tu dirais sur les assurances? Bah, c'est-à-dire que là, je veux dire, on est toujours sur un peu les erreurs que je pense on peut faire sur la mise en place de son projet, qui conduisent à faire baisser son cash flow. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de frais qu'on peut optimiser sur son opération et qui peuvent venir augmenter ou baisser votre cash flow. Typiquement, par exemple, sur le financement, bon, je vous ai parlé tout à l'heure du taux d'intérêt, qui est souvent un peu l'objet central que les gens vont essayer de négocier. Bon, en réalité, vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent en négociant votre assurance emprunteur. Et des fois, sans forcément demander au banquier de baisser la culotte. C'est-à-dire que de manière générale, quand par exemple vous achetez à 2 un bien, très souvent le banquier, il va mettre 2 assurances à 100%. Donc ça veut dire que si n'importe lequel des deux des investisseurs du projet meurt, l'intégralité du prêt est remboursée. Mais souvent c'est inutile. Ce que te demande la banque, c'est que tu sois au moins couvert à 100%. C'est-à-dire que si les deux meurent, il faut que le prêt soit totalement remboursé. Donc en général, déjà demander à passer de 200% d'assurance à 100% d'assurance, donc au lieu d'être à 100 chacun, de passer à 50 chacun, ça fait économiser déjà la moitié du prix de l'assurance mensuelle. Et en général, une assurance, c'est vite entre 30 à 100 € par mois, tu vois. Sachant qu'ensuite, tu peux également optimiser le socle des assurances que tu vas faire. Le banquier va toujours te demander ce qu'on appelle le socle obligatoire, donc le décès plus PTIA. Donc en gros, le fait que tu meurs, et le PTIA, c'est perte totale et irréversible d'autonomie, donc le fait que tu meurs ou que tu sois gravement handicapé, on va dire. Et en général, il va également de base te proposer le socle facultatif qu'on appelle l'ITT et l'IPT. Donc l'ITT, c'est l'incapacité temporaire de travail et l'IPT, c'est l'incapacité permanente de travail, qui est différente de la PTIA. C'est que la PTIA, vous êtes vraiment handicapé dans votre quotidien, alors que l'IPT, c'est par exemple simplement vous faisiez un métier, vous êtes plus en capacité de le faire. Ouais. Voilà. Et en fait, faut bien comprendre que sur votre résidence principale, oui, ça peut avoir du sens que vous soyez assuré pour l'ITT et l'IPT, donc pour l'incapacité temporaire de travail et l'incapacité permanente de travail, parce que si vous pouvez plus travailler, vous pouvez plus payer le prêt de votre RP. Sur vos biens locatifs,
au final, que vous soyez handicapé, que vous travaillez ou pas, votre locataire, il paye le loyer, tu vois. Donc en fait, ça fait aucune diff. Et ça, la banque, elle le sait. C'est pour ça qu'on appelle ça une assurance facultative. Et ça, déjà, quand vous demandez au banquier de le retirer, pareil, vous pouvez encore économiser encore une autre moitié du prix de l'assurance. Donc c'est comme ça qu'une assurance qui est peut-être, je sais pas, vous avez eu un devis du banquier sur votre projet à 100 € par mois, vous pouvez quasiment tomber à 30 € par mois. Ouais. Avec les 2 conseils que je viens de vous donner. Et ça, c'est des éléments de négociation qui sont faciles parce qu'en fait, comme c'est du facultatif, le banquier il peut pas vous l'imposer et il a pas l'impression que vous lui demandez des choses déraisonnables. En fait, il vous propose et juste vous dites non. Ouais. Ensuite, il y a également les assurances P&O, donc propriétaires non occupants. Et alors là, il va falloir se battre, moi, je trouve. Hein. Franchement. C'est que les assurances ont explosé en France les dernières années à cause de tout le bordel qu'il y a dans ce pays, tu vois. Mais la réalité, c'est que moi, souvent, je conseille de prendre sa P&O chez le banquier pour faire plaisir et maintenir la relation long terme. Le problème, c'est qu'il faut pas non plus que le banquier déconne. Il y a des investisseurs qu'on accompagne. Ils m'ont dit, est-ce qu'on prend l'assurance chez le banquier? J'ai dit, écoutez, faites un devis. S'il est raisonnable, prenez. Ils ont eu un devis à 200 € par mois pour un immeuble. Je crois que le banquier il s'est trompé sur les cases, je pense. J'avais jamais vu une assurance aussi chère. Et du coup, ils ont fait des devis ailleurs et finalement, je crois qu'ils sont à 40 € par mois. Nous, c'est plus ou moins ce qu'on a en moyenne. Je pense que nous, en P&O, après, forcément, ça dépend de la typologie du bien, de la taille, etc. Mais ouais, grosso modo, là, c'était un immeuble de 5 appartes. Voilà, généralement, par bien, donc pas par lot, par bien. Souvent, nous, on a des biens qui comportent vraiment beaucoup de lots. Je pense qu'on est entre 20 et 40 €. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai en tête. Normalement, vraiment une assurance P&O, ça coûte pas très cher. Hein. Ça vous couvre pour les dégâts des eaux, les incendies. Donc, n'hésitez pas non plus. C'est protection juridique qui coûte un peu plus cher. Ouais, c'est plutôt quand vous avez des protections juridiques ou par exemple quand tu prends ce qu'on appelle une multirisque habitation. Donc, c'est l'assurance dans laquelle tu vis. Là, ça te couvre contre les cambriolages, contre la les déficiences électriques, contre là, il y a plus de choses qui sont couvertes. Tu trouves que ça marche bien les P&O? Après, on n'en a jamais trop eu. Ça va. Je crois. Ouais. Il y a une année, on avait full dégâts des eaux partout. Je sais pas pourquoi, le parc a pris l'eau. Ouais, je sais pas, c'est l'année 2023, je pense qu'on a eu 4 dégâts des eaux en un an, et là, c'est vrai que on n'a pas refait depuis 2 ans. Là, on peut dire, on a un petit recul d'ailleurs au niveau des assurances. Si jamais vous voulez, on a un partenariat avec Kenny, et on a pas mal d'assurances chez eux. Au fur et à mesure, on part chez eux, en fait, dès qu'il y a une assurance qui va pas. Sinon, Crédit Agricole, moi, je trouve qu'il couvre quand même plutôt bien d'une manière générale. J'ai kiffé ton rebond commercial, il était très bien amené. Voilà, merci. Toujours un plaisir de participer. Et Kenny aussi, ça marche bien. Et par exemple, nous, on n'a pas de bons retours chez Allianz. En vrai, c'est toujours une galère. Est-ce que c'est le conseiller? J'en sais rien. Allianz, AXA, moi personnellement, c'est blacklisté direct. Pareil, BPS, ça marche bien. Banque Populaire du Sud. Bon, ouais. Et pourtant, c'était banque, donc. De manière générale, les assurances des banques, moi, je les trouve pas mauvaises. Elles sont souvent un peu plus chères que la concurrence, mais il y a quand même un suivi qui est un peu meilleur, je trouve, que chez les grandes compagnies, type AXA, type Generali, type Allianz, type G2R La Mondiale, ces trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut par contre que les prix soient raisonnables. Ouais. Également, un autre truc que vous pouvez optimiser, qui là encore va venir rogner un peu votre cash flow, c'est les frais de compte. Par exemple, si vous investissez en SCI, souvent les comptes pro chez les banques, ils vont facturer ça entre 15 et 20 € par mois. Ça, c'est des trucs que vous pouvez pas facilement négocier, parce qu'entre guillemets, on comprend qu'une entreprise, elle ait besoin d'avoir pas mal de services pour tout simplement faire fonctionner son compte. Une SCI, si vous avez juste 3 loyers qui tombent et une échéance de prêt qui est prélevée, franchement, il n'y a pas de raison que ça vous coûte 20-25 € par mois, quoi. C'est ça, pareil. Moi, je conseille pas de prendre ni carte bleue et je suis même pas sûre qu'on ait un chéquier par société, si. C'est obligatoire. Je sais même pas, j'avoue. En général, on en fait tellement pas que... Ouais, en général, on fait plutôt des virements avec nos comptes perso et puis on refait des virements avec les SCI directement. C'est ça, donc pour éviter une carte bleue, parce qu'en fait, même ceux qui sont à leur compte voient bien que ça coûte 1,5 € d'avoir une carte bleue sur un compte société. En fait, faites-vous avancer avec votre compte perso, vous faites une note de frais et après vous remboursez avec la société, c'est beaucoup plus simple. Ouais, franchement, en vrai, avant que ta SCI ce soit un paquebot de frais, il y a pas... normalement, c'est gérable, quoi. Tout à fait. Après, tu vois, pareil, une grosse chose à regarder pour encore une fois l'optimisation de son cash flow, ça va être tous les frais que vous avez autour de l'investissement et que quand j'en parlais tout à l'heure en introduction, quand je passais de ma rentabilité brute à ma rentabilité nette, qui prennent leur importance. Vous avez la taxe foncière d'abord, qui est super importante. Moi, par exemple, un bien
où la taxe foncière va faire plus de 1 mois et demi de loyer, je vais considérer que c'est très cher. Et j'ai déjà vu des biens où malheureusement la taxe foncière c'était 2 mois et demi de loyer. Là, à ce moment-là, vous imaginez quand même c'est-à-dire que sur 12 loyers, votre locataire, il y a 3 mois qui vous paye, qui partent dans la taxe foncière. Donc bon, si vous êtes sur un local commercial, c'est déjà un problématique, mais encore vous pouvez la refacturer. Sur un appartement, là c'est votre cash flow, il est cuit quoi. Pareil, les charges de copropriété. Des fois, on peut trouver des appartements en termes de prix qui sont intéressants ou en termes de rentabilité brute sur le papier, on est pas mal. Et en fait, les charges de copro sont beaucoup trop chères pour la taille de l'appartement. Et du coup, en fait, ça va juste manger votre cash flow directement. Ouais. Pareil, en termes d'entretien, là, je disais souvent que c'est un peu l'inverse. On a souvent tendance à un peu exagérer le montant qu'on en aurait. Je vois souvent des investisseurs qui disent qu'ils mettent, je sais pas moi, 50 ou 100 euros par mois par appartement de côté pour les travaux. En vrai, nous, avec le recul qu'on en a, je sais pas, on a eu un chauffe-eau, je sais pas, on a peut-être eu 1 ou 2 chauffe-eau en 7 ans. De temps en temps, on a eu genre un truc, genre une serrure, peut-être sur les logements meublés, il y a peut-être une plaque ou une hotte qui a dû casser, des Cette trucs comme ça. année, j'ai changé un matelas, Ouais. c'est tout. J'ai fait une chasse d'eau, une serrure. Globalement, c'est ça. Enfin, c'est vraiment, je pense que si ça s'étend à 300 balles, par exemple 2025, je pense que c'est beaucoup moins que 300 balles. Et sinon, sur 7 ans, je dirais que, allez, grand max, 1000 euros, un truc comme ça. Ouais. Après, bon, ça, c'est hors le fait que, par exemple, on avait acheté des immeubles où il y a des appartements qui avaient besoin d'un petit coup de propre et qu'au départ des locataires, mais ça, on le savait. Donc, c'était même pas... Ah, c'est prévu, en fait, à Ouais, la base, c'est-à-dire ouais. c'était pas des frais d'entretien imprévus, c'est-à-dire que c'était déjà prévu comme ça dans le projet. On a eu quand même une chaudière qui nous a coûté à peu près 3000 balles, mais ça, c'était dans un immeuble de Ouais, on professionnels. le savait plus ou moins. Et en vrai, tous les mois, on prend 3000 balles de loyer de la part des pros. Donc, tu vois, l'un dans l'autre, bon, c'est quoi? C'est un mois de loyer qui est parti dans la chaudière. Et la chaudière, elle est repartie pour 10 ans, tu vois. Donc, Oui, en fait, je pense qu'on se récupérera sur le prix de vente, en vrai, parce que du coup, quand on l'avait acheté, on savait que c'était plus ou moins ouais, bancal. ouais, c'est ça. C'était Et peut-être alors c'était pas un red flag, mais c'était le seul truc où on savait qu'il y avait des frais qui allaient tomber à un moment ou à un autre, c'était la chaudière. Et finalement, on l'a acheté en fin 2021 et elle a quand même c'est tenu tombé 4 ans, tu vois. c'est tombé en plein hiver, en plus. Putain, on Ouais. a jamais de chance à chaque fois. De fou, de fou, de fou. Et après, le dernier point qui, encore une fois, va faire baisser votre cash flow, c'est un peu tout l'argent que vous allez donner à des intermédiaires. Donc quand vous vous mettez d'accord sur un prix, si vous payez un chasseur de biens pour vous trouver le projet, si vous payez un courtier pour avoir votre prêt, si vous payez un maître d'œuvre pour gérer vos travaux, voire un architecte pour les déclarations préalables, etc. Soit c'est des frais que vraiment vous arrivez à faire rentrer dans votre projet et entre guillemets vous restez quand même à plus de 10% de rentabilité là-dessus. Soit si vous vous basez uniquement sur le prix du bien, en général les frais de ces différents intermédiaires qui vont intervenir sur votre projet, c'est ce qui va faire baisser la renta et faire que finalement à la fin vous n'aurez pas de cash flow. J'ai eu comme ça un investisseur qui m'a proposé qui avait eu un projet via un chasseur. Et sur le papier, ça avait l'air pas mal. C'était à peu près à 10% de renta. Mais la réalité, c'est que ça faisait un projet à, je crois, 400 000 balles pour 500 euros de cash flow par mois, tu vois. Et je trouvais que c'était pas ouf parce que malheureusement, il y avait un petit peu trop de frais des intermédiaires qui venaient rogner le cash flow à la fin, quoi. Puis nous, on a déjà un projet à 400 000 balles. En vrai, c'est quand même du travail en termes de gestion locative. Je sais pas, il y avait des travaux ou pas? Il y avait des travaux. Ouais, il y avait des travaux. Donc ça aussi, en fait, c'est beaucoup de travail pour pas beaucoup de rémunération. Enfin, moi, je me dis, au bout d'un moment, il y a un peu notre taux horaire aussi qui rentre dedans, l'énergie que tu mets dedans, etc. Ouais, et puis Faut bien se rémunérer quand même. c'est surtout que dans cette tranche de projet, si tu mets 400 000 balles moi, si je mets 400 000 balles dans un bien immobilier, il faut au moins que j'ai 1500 cash flow par mois. Parce que la preuve, tu vois, le local commercial dont on vous parlait, qu'on a acheté en fin d'année, on l'a acheté 265 000 hors frais de notaire. Donc, à peu près, un peu moins de 300 000 avec frais de notaire et compagnie. Et on fait 2900 euros de loyer tous les mois. Donc on fait plus 12, on fait quasiment 13% de renta et on fait en ayant emprunté sur 15 ans, on fait 1200 euros de cash flow. Donc moi si je mets 400 000 dans un truc, j'ai au moins 1500 de cash flow. Ouais, j'avoue. Franchement, j'avoue. Les loyers, tu penses que... Là, je pense que là, faut qu'on change un peu. On va passer dans ce qui va rogner votre cash flow une fois que votre projet est fait. Parce que là, on parlait un peu de tout ce qui était toujours dans... Ah oui, d'ailleurs, j'ai une idée pendant que tu parlais, c'était aussi tout ce qui est compta, frais, les frais administratifs aussi. Ça, justement, on en parle après. Ah bon, autant pour moi. En fait, on a un plan, et Marie, je suis pas le plan, comme d'habitude. Non, je disais simplement, en fait, là, je vous avais parlé un petit peu de tout ce qui rognait votre cash flow
dans la mise en place du projet et auquel il fallait faire attention avant, enfin en tout cas avant que vous soyez propriétaire. Là, on va parler un petit peu des erreurs qui vont venir rogner votre cash flow une fois que vous l'êtes. Effectivement, si tu veux, on peut commencer par là. Tout ce qui est frais de comptabilité, pour moi, c'est pas quelque chose que tu vois avant le projet, hein. On va dire, personne va, ton comptable, c'est d'abord tu fais ta SCI, tu achètes ton projet, après tu te dis bon, ben vas-y, il me faut un comptable, tu vois. Mais c'est vrai que comme tu dis, un comptable qui prendrait des honoraires beaucoup trop importants pour ce qu'il y a comme déclaration à faire sur votre SCI ou sur votre Ouais. MNP, bah c'est quelque chose qui va venir rogner votre cash flow. Et en fait, vous faites pas un projet pour ralasse le comptable, quoi. C'est ça, donc à peu près pour la SCI, comptez à peu près 900 € je pense par an pour faire, la comptabilité et la déclaration fiscale. Bon, soit vous êtes soit vous avez des notions de comptabilité, là où vous pouvez un peu gratter, c'est faire la saisie comptable et après l'expert comptable fait le reste. Ça, c'est là où vous pouvez un petit peu gratter. Si vous y pipez rien, laissez faire le comptable et pareil, tout ce qui est immatriculation de SCI, bah, nous, par exemple, pour les investisseurs qu'on accompagne, j'ai fait un espèce de PDF, qui résume comment on immatricule. Bah, en fait, ils s'économisent, 1 000 € encore de frais de création et franchement, je pense que c'est à la portée de tout le monde, hein. Parce que je crois que dans les investisseurs qu'on accompagne, il y a personne qui est comptable, il me Non. semble. Donc Et voilà il y a la pour moitié qui créent leur SCI eux-mêmes. vous dire qu'en soi, c'est Avec faisable notre aide, et hein, évidemment, mais je veux dire, c'est pour vous montrer que c'est pas compliqué de le faire, quoi. c'est ça. Et Donc c'est un petit plus pas négligeable parce que tu vois, quand sur non, ton mais au projet, tu peux début, économiser 1000 balles pour ta création de société, franchement, bah, au début full bénef, quoi. pourquoi Julien, au tout début, la première SCI, tu l'as mis à l'IR? Je voulais pas engager de comptable pour faire la déclaration. Du coup, j'en ai épousé une. De quoi? J'en ai épousé une de comptable. Ouais, voilà, bon bref. Donc pour dire quand même au début, quand vous avez un projet, si on peut éviter de sortir un max de thunes, on maximise et voilà, sortir 1 500 € de frais d'immatriculation, c'est largement payé pour le travail qu'il y a à faire. Oui. Vous, ça vous coûtera 300 € et je vous dis, c'est vraiment pas dur pour le coup. Ensuite, il y a tout ce qui est, Pour moi, il y a après, tant qu'on est dans la comptabilité, c'est ne pas optimiser sa fiscalité. oui, Bon, après, si vous avez un comptable, c'est censé être un petit peu regardé quand même, mais je veux si dire, vous écoutez ce podcast aussi. faites pas des projets IMO sans vous poser la question de la fiscalité, en étant en revenu foncier, en micro foncier, en micro BIC pour la location meublée, etc. Tout plein de régimes où au final, même si vous avez du cash flow, vous allez vous retrouver tellement fiscalisé que en fait, vous serez en cash flow négatif du fait de la fiscalité. Nous, on vous le dit, hein, c'est vrai qu'on est des grands partisans de la SCA-LIS pour la souplesse que ça apporte, pour la manière dont ça fonctionne aujourd'hui, dont les tons d'imposition sont faits dedans, pour la capacité de faire de levier fiscal qui permet de réinvestir derrière dans des opérations. Enfin, c'est un outil qui est vraiment très performant et ça pour moi c'est vraiment la base. J'ai vu trop de gens qui se sont retrouvés dans des cas où en fait ils avaient des cash flows négatifs sur des biens immo, même des fois des investisseurs qu'on accompagne qui avaient peut-être déjà des opérations qui des fois m'ont dit finalement je gagne pas grand chose dessus et quand je regarde en fait c'est tout part dans la fiscalité, donc en fait parce que le comment dire ce prérequis-là n'avait pas été bien vérifié au moment de la constitution du projet. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui typiquement sur le après, une fois que vous commencez à encaisser les loyers, vous allez vite déchanter passer la première année, quoi. Mmh. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En d'autres erreurs d'un peu de gestion, tu dirais quoi d'autre? Les loyers peut-être? Moi, ça va être surtout sur la vacance locative. Ça, c'est celle qui nous coûte le plus cher, hein. Nous, on le voit parce que du coup, on a un gros parc. Voilà. Nous, c'est notre ennemi numéro 1. Il y a pas de Ouais. vacances locatives chez Ouais, nous. nous vraiment on met une grosse, on se met toujours une pression dès qu'un locataire part pour en retrouver un directement. C'est vraiment parce qu'on sait que grosso modo, là où l'investisseur va perdre le plus d'argent sur son parc IMO, c'est en ayant des logements vacants. Et c'est vrai que des fois, ça m'arrive d'écouter des podcasts ou voir des vidéos de d'autres investisseurs qui ont des parcs importants et des fois les entendre dire que finalement ils ont un appart qui est resté 3 mois vide parce qu'en fait ils ont pas eu le temps de s'en occuper. Je suis en mode mais gros, mais tu t'es assis sur tellement d'argent. Donc C'est ça, ouais. c'est vrai que pour moi, si vous devez mettre le maximum d'efforts dans quelque chose pour optimiser votre cash flow, c'est louer. Nous, dès qu'on est propriétaire d'un bien, absolument, on veut louer le plus vite possible, y compris sur les locaux commerciaux. On arrive toujours à trouver des locataires, on va dire, dans le mois où on devient propriétaire. Si jamais on a un départ, quelque chose, on essaye toujours le plus vite possible de remettre quelqu'un dedans pour toujours avoir le paiement du loyer le plus vite possible et tout simplement ne pas perdre d'argent là-dessus. Je pense que la réflexion qu'il faut avoir sur la vacance locative, c'est même si par exemple, parce que nous on a des potes qui ont par exemple pas de prêt en face de leur loyer et du coup ils sont pas très pressés de louer parce qu'en soi effectivement il n'y a pas d'argent qui sort. Mais en fait il faut voir la vacance locative comme un coût d'opportunité. Je crois que c'est ça qu'on dit en économie, c'est qu'en fait vous perdez l'opportunité de gagner cet argent.
Et donc du coup, si vous louez pas, par exemple, votre appart à 400 balles, en fait, vous perdez 400 balles, même si 400 balles n'est pas sorti de vos comptes. Je sais pas si c'est clair En ce que fait, je c'est dis. 400 balles qui n'est pas rentré, c'est comme s'il était Voilà. sorti. C'est pour ça que nous, on vous dit toujours qu'on a perdu 100 000 euros sur l'année 2024 avec les différents C'est problèmes un coup qu'on a eu. d'opportunité. C'est le coût d'opportunité des 100 000 euros. Bien évidemment, c'est pas 100 000 euros qui sont sortis de nos comptes, mais c'est 100 000 euros qui sont pas rentrés, par contre. Exactement. Et ça, franchement, vous vous en mordez les doigts quand vous voyez ce qui aurait pu être sur vos comptes et qui ne l'est pas, quoi. C'est vrai qu'on aurait 100 000 euros sur le compte. Je sais pas où on Je sais serait. pas où serait, non. Ouais, je sais pas où on serait. Peut-être encore en Andorre, je sais rien. On serait peut-être plus dans la République, ça c'est sûr. Et Ah, sinon, putain. il y a un truc qui, je pense que personne ne fait trop, et nous on le fait pas sur tous les loyers, mais en vrai il faudrait, c'est réindexer les loyers chaque année. Alors, sur les locaux commerciaux, ils sont faits à chaque fois, il n'y a pas de... sur ça, il n'y a pas. Mais par contre, sur les biens d'habitation, on sait que c'est un peu sensible. Voilà, on évite trop d'avoir de conflits avec nos locataires d'habitation. Donc, Ouais, en quand fait, flemme d'avoir un conflit pour 10 ou 20 euros par mois. Et le problème, c'est que quand le conflit est là, en fait, vous pouvez pas reculer, quoi. c'est ça. Donc, sur les sur les biens d'habitation, à moins que, par exemple, on veut faire partir quelqu'un, c'est une bonne technique pour faire partir quelqu'un, de lui réappliquer 3 ans L'augmentation de son loyer. 3 ans d'augmentation de loyer. Sinon, généralement, on le fait pas parce que sur les locaux d'habitation, ils payent tous d'ailleurs. Enfin, sur les biens d'habitation, ils payent tous. Voilà, on veut pas engendrer de conflit, mais par contre, sur les commerciaux, eux, ils prennent leur augmentation chaque année parce que C'est ça. c'est dur pour tout le monde. Sachant que des fois, notre choix de ne pas forcément indexer les loyers est aussi lié à un autre conseil qu'on vous donne, c'est de pas louer vos appartements trop bas. En fait, quand vous les louez en dessous du prix du marché, entre guillemets, vous perdez de l'argent. Et c'est vrai que je vois très souvent, par exemple, quand on visite des immeubles où tu vois le prix des loyers, finalement, il est pas du tout corrélé au marché. Je sais pas, un T3, il va être loué 650 quand il pourrait être loué 750, voire 800 euros par mois. Typiquement, nous, c'est des erreurs qu'on ne fait pas. Et entre guillemets, je dirais pas qu'on loue cher nos biens, mais par contre on se met toujours sur la moyenne haute de ce qui se pratique sur ce marché-là. De toute façon, si on loue trop cher, on trouve pas de locataires, on va pas se mentir là-dessus, mais pour trouver des bons locataires, on se met dans la moyenne, mais par contre on se met dans la moyenne haute parce que dès qu'on peut gagner 20 ou 30 euros par mois, on n'hésite pas à le faire sur le fait de mettre le loyer plus cher. Et du coup, derrière, sur l'indexation des loyers, si on estime qu'on est assez cher par rapport au marché, on n'indexe pas forcément les loyers chaque année parce que du coup on veut pas non plus se retrouver avec un loyer qui serait trop cher et que du coup le locataire se dise je vais déménager parce que comme ça je peux potentiellement avoir un bien moins cher. Voilà, c'est un équilibre qu'on essaie de trouver entre les deux, mais ça c'est un vrai conseil qu'on vous donne, c'est n'ayez pas peur de vraiment vous mettre au prix du marché et de vous mettre un petit peu sur la moyenne haute, parce qu'on est dans un pays où il y a une grave crise du logement, il y a de la demande de fou pour les appartements, les locaux commerciaux, et de manière générale, tous les biens dans lesquels vous pouvez accepter un locataire, même une cave, un parking en soi. Si vous pouvez louer votre parking 120 au lieu de le louer 100, louez-le 120. Ça vous fait 240 euros par an, c'est toujours ça de gagner, quoi. Je veux dire, à un moment donné, vous n'êtes pas responsable de la situation économique dans laquelle on est. Donc, faites ce que vous pouvez là-dessus et c'est des choses qui participeront à optimiser votre cash flow. Exactement. Est-ce que t'as encore quelque chose à dire sur l'optimisation du cash flow? Je trouve qu'on a fait un bon tour, là, on a 32 minutes en plus, je vois, donc parfait. On espère que ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions à nous les poser par DM sur Instagram. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur les plateformes. Ça nous aide au niveau de l'algorithme. À nous rejoindre sur Instagram, Quitte le Boomer Dream et la Flouserie. On partage un peu notre quotidien d'investisseur. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao. Ciao.